Bonsoir à toutes et à tous, du coup. Donc, ce soir, nous accueillons donc Thierry Ribaud, qui est chercheur en sciences sociales au CNRS. Alors, moi je l'avais découvert parce que en 2012, il a coécrit un livre qui s'appelle Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre Fukushima, dans une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle l'Encyclopédie des nuisances et qui publie beaucoup de textes, enfin, je vais dire militants, mais en tout cas que moi j'avais trouvé le livre très intéressant et la collection assez passionnante pour les publications qu'elle met à disposition. Et du coup, bon, j'ai sollicité Thierry Ribaud parce que donc il vient de publier un livre au titre, moi en tout cas pour moi, qui avait été extrêmement prometteur, qui s'appelle Contre la résilience à Fukushima et ailleurs. Alors, évidemment, la publication de cet ouvrage, pour nous, est l'occasion de questionner en fait ce qui sous-tend et ce que recouvre le concept de résilience, qui peut sembler quand même posséder des vertus sociétales presque talismaniques, en fait, puisque, par exemple, le président Macron a jugé opportun de nommer Opération Résilience le déploiement des forces armées qu'il a mobilisées de manière à lutter contre l'épidémie de Covid-19, ou Climat et résilience, un projet de loi, et je cite, portant la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Oui, donc le mot résilience, c'est un mot qui a un signifiant qui a pignon sur rue, à tel point que, effectivement, la résilience, quand on écoute un petit peu, passe pour indiscutable. Et elle serait le prémisse à la résolution de nombreux malheurs, en fait. Hein, voilà. Puisque c'est le titre enfin, c'est un des mots que porte le titre d'un des livres de Boris Cyrulnik. Et donc, elle nous invite à explorer les mille et une manières de plier sans rompre, je le cite presque là, hein, et de se renforcer dans l'épreuve. Et à y regarder de près, il semble s'agir de résister finalement sans opposer de résistance, d'accepter la société du désastre et presque de la remercier finalement de nous avoir rendus plus forts. Ouais. Voilà. Bon, oui, là, Euh, vous faites une donc, certaine. il s'agit finalement d'apprendre à apprivoiser le pire afin de dynamiser, de stimuler, d'aiguillonner finalement nos capacités à dépasser, à subvertir nos fragilités pour aller de l'avant. Donc, c'est un discours finalement, j'allais dire, relativement banal, ambiant voilà, et massif en fait. Alors, les vertus de la notion de résilience, elles sont particulièrement prisées dans notre champ professionnel. Par exemple, les étudiants éducateurs spécialisés qui viennent de rendre leur mémoire enfin, mobilisent de manière massive, directement ou indirectement, enfin, en faisant un concept phare ou en intégrant leur langage courant professionnel, la notion de résilience. Donc, la résilience, elle y est promue de manière plus ou moins, j'allais dire, précise au rang de techniques thérapeutiques pour faire face aux désastres psychiques, aux difficultés massives relationnelles. Voilà. Et donc, bon, il s'agit bien quand même d'individualiser les problèmes. Et du coup, tout à l'heure, vous disiez, mais en fait, quel problème ça peut poser. Moi, il me semble, si vous voulez, que c'est une formidable notion qui invisibilise finalement d'une certaine manière, la question politique. Oui. Voilà. Et il me semble, du coup, que l'intérêt de votre livre consiste dans la critique radicale d'un concept qui décrit à la fois, si vous voulez, une idéologie de l'adaptation et des techniques, des pratiques très concrètes, finalement, de consentement qui visent à rendre acceptable enfin, le monde tel qu'il est. Voilà. Et Oui, du oui. coup, c'était le sens pour moi, si vous voulez, de cette invitation, de nous amener à réfléchir finalement à ce qui sous-tend voilà, Oui. Oui. ce signifiant. Voilà. Donc, voilà, la parole est à vous, du coup. D'accord, merci. Bah, vous avez déjà tout dit. Enfin, je veux dire, vous avez donné les pistes clés du livre que j'ai écrit et de ce qu'il porte. Euh, alors, sachant que, en fait, moi, il faut que je dise quand même que j'ai travaillé à la base sur le terrain empirique que j'ai utilisé pour développer la critique que j'ai faite, c'est la catastrophe nucléaire de Fukushima quand même, hein, et sa gestion, en fait, et sa gestion. Donc ça peut paraître un peu très éloigné de beaucoup de nos préoccupations quotidiennes, mais en fait, on va voir que ça ne l'est pas du tout parce que, enfin, moi je pense que mon idée c'est de faire de cette catastrophe de faire de la lecture de la gestion de cette catastrophe une, 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 une heuristique, en fait, enfin, un outil nous permettant de lire comment sont gérées les autres catastrophes.
et les autres catastrophes collectives ou individuelles d'ailleurs, sociales ou industrielles, etc. Bon. Alors, simplement, je voudrais revenir sur une seconde sur l'histoire de Fukushima, parce que ça va déjà nous plonger dans le bain, si je puis dire. C'est qu'en fait, à Fukushima, en dehors du problème de savoir si on est pour ou contre le nucléaire, etc., bon, ça c'est presque secondaire, j'ai envie de dire. La question, c'est qu'en fait, on a là un accident, donc 2011, un accident nucléaire, et que 10 ans plus tard, on n'en est absolument pas sorti. Hein, ça, c'est intéressant déjà de garder ça en tête, cette idée qu'en fait, on parle de quelque chose dont on prétend être sorti, mais dont on n'est pas sorti. Donc, en fait, on parle, je vais le dire autrement, on parle d'un choc, d'une crise, alors qu'en fait, c'est une catastrophe au sens où elle s'inscrit dans le temps et elle n'est pas maîtrisée, ni sans doute maîtrisable dans le temps. Pour être concret, bon, ben, on sait que il y a encore deux piscines de réacteurs qui sont suspendues dans l'air et qui, au moindre tremblement de terre d'importance, ce qui arrive quand même assez souvent, peuvent s'effondrer et on en a vidé deux autres parce qu'elles étaient moins radioactives, on a réussi à accéder. Ces deux-là, on ne peut pas y accéder. C'est des piscines qui contiennent du combustible usé. Et or, on ne peut pas y accéder, et on ne pourra pas y accéder avant probablement 8 ans, bon, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, et puis, il y a toujours, il y a quand même 3 cœurs de réacteurs en fusion dont on ne pourra jamais approcher avant peut-être un demi-siècle, mais en fait, on s'en approchera jamais, parce que dire qu'on va s'en approcher dans un demi-siècle, ça voudra dire qu'on aura développé les technologies robotiques qui permettront de le faire. Vous voyez la technologie là, qui vient soigner la technologie qui est malade. Alors qu'en fait, on sait très bien, on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce que les progrès robotiques permettront de le faire. Bon, bref, là, on est dans quelque chose en continuité, absolument pas clos, et qui continue. Qui continue d'exister, d'être une nuisance gigantesque. Bon, sans parler bien sûr du fait qu'on va rejeter à partir de l'année prochaine, on va rejeter les eaux usées du filtrage, parce qu'il y a des eaux souterraines et il y a des eaux d'arrosage qu'on amène pour refroidir tout ça, et ces eaux ressortent du site, elles sont bien sûr complètement chargées en radionucléides et on ne sait plus quoi en faire, on les a stockées dans des cuves, il y en a 1000, il faudrait enfin bon, donc c'est plus possible à partir de l'année prochaine. La décision a été prise d'évacuer dans l'océan. Bon, voilà. J'arrête là sur Fukushima. Par contre, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, on est face à quelque chose, à une situation impossible. Ça veut dire on est alors, on est dans une catastrophe impossible à gérer. C'est-à-dire un impossible qui n'a pas de réponse en fait, qui n'a pas de réponse plausible en tout cas. Or, toute la frauduleuse ambition, si je puis dire, de la résilience, ça va être de la politique des politiques de résilience, en tout cas telles que celles qui ont été menées à Fukushima, ça va être de dire, mais non, en fait, la situation, elle est impossible, mais en fait, avec la résilience, on va parvenir à clore l'impossible. Alors, ce qui est une monstruosité parce qu'en fait, il n'est absolument pas possible, dans le réel, de clore l'impossible. Par contre, ce qui est possible de faire avec la résilience, c'est déplacer la focale de la réponse qu'on apporte, de déplacer la caméra, si je puis dire, de la catastrophe telle qu'elle existe objectivement aux sujets qui sont en train de la vivre, ces catastrophes. C'est-à-dire, la résilience, en fait, elle va permettre de faire glisser la focalisation de l'objectif vers le subjectif. Et ça, je trouve que c'est une leçon assez intéressante qu'on va retrouver dans plein d'autres situations. Et notamment, donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, concrètement, alors, ça veut dire qu'en fait, au lieu de se dire,
au lieu d'avouer qu'on est face à une situation impossible à gérer, on va dire non, non, on peut la gérer, mais tout est une question de la manière dont cette situation est reçue. Tout est une question dont la catastrophe est reçue, perçue. Donc en fait, on va travailler avec la résilience sur les récepteurs. Les récepteurs, c'est-à-dire les victimes en fait. Et on va regarder comment on peut les préparer, ces récepteurs, au pire, sans jamais avoir à élucider les raisons de ce pire, en fait. Parce que là, il y a un double, donc il y a un double résultat. D'une part, on déplace le problème vers les récepteurs, on subjectivise le désastre, et d'autre part, ça permet également, au niveau du politique, de ne pas prendre en compte, de ne pas se pencher sérieusement sur les raisons qui ont produit cette catastrophe, les raisons profondes. Alors c'est vrai que c'est dans ce sens qu'on peut dire que la résilience résiste au changement, en faisant finalement du changement, de la notion de changement, une espèce de ressource. Alors ça paraît paradoxal, mais la résilience résiste au changement en faisant du changement une ressource au service de la perpétuation de l'existant, en fait. Alors c'est bizarre tout ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est un changement qui consiste à perpétuer ce qui existe déjà. Voilà. Ça, c'est une piste intéressante. Je vais y revenir plus tard. Alors, donc, ce phénomène donc d'objectivation, de subjectivation de la catastrophe est central. Et qui dit subjectivation signifie aussi donc subjectivation de sa gestion et de sa narration, en fait. Signifie également psychologisation, parce que ça veut dire qu'en fait, le problème n'est plus le problème, la catastrophe n'est plus une situation qui est produite par un système industriel défaillant, ça devient un problème psychologique dans la tête des gens qui la vivent et qui la reçoivent pas de la bonne manière, en gros, quoi. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas les outils qui leur permettent de la dépasser, cette catastrophe, qui leur permettent d'en tirer parti, au point même, à partir de cette catastrophe, de s'inventer, de se réinventer une vie encore bien meilleure que celle qu'ils avaient avant la catastrophe. Parce qu'il y a effectivement, comme Laurent l'a rappelé tout à l'heure en introduction, il y a cette idée qu'avec la résilience, non seulement on va soigner, mais on va aller vers une situation encore meilleure, parce que grâce au malheur qu'on a traversé, qu'on a su surmonter. Voilà. Alors, alors bon, dans le contexte, si on revient sur le contexte de Fukushima, ce qui est intéressant, c'est de voir, et les leçons qu'on peut en tirer du point de vue de la notion de manière générale, c'est de voir aussi comment cette opération, elle passe par pas mal de points. Bon, je ne peux pas tout aborder ici, mais ça renvoie notamment au fait que pour construire cette rhétorique de la résilience, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Notamment, il faut arriver, en tout cas, ça c'est la situation d'une catastrophe industrielle, il faut arriver à faire de la communauté un fétiche. C'est-à-dire, finalement, il faut arriver à faire rentrer dans la tête des gens cette idée que ce qui est important, enfin, la vraie perte qu'ils sont en train de subir éventuellement lorsqu'ils sont exposés à des nuisances, c'est pas tant la perte de leur santé, mais c'est la perte de la communauté dans laquelle ils vivent. Ça, là aussi, c'est encore un travail de déplacement de la focalisation. Et d'ailleurs, il y a un expert français de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui déclare par Mons et par Vaux que, en fait, je cite, « La vie n'est pas qu'une question de santé ». Donc, dans le contexte d'une catastrophe nucléaire, la vie n'est pas qu'une question de santé. Ça signifie qu'en fait, alors je traduis, ça veut dire qu'en fait,
La vie, c'est aussi une question de rapports sociaux. Et à un moment donné, il faut être capable de mettre en balance. Il faut savoir, il faut pas menacer excessivement les rapports sociaux par une surinquiétude que l'on pourrait avoir d'une exposition à la radioactivité qui pourrait être nuisible à notre santé. Voilà, c'est ça le raisonnement. Donc une relativisation, une subjectivisation et donc des phénomènes comme ça donc de mise en équivalence des effets néfastes que peuvent avoir que peut avoir une catastrophe industrielle. Il est évident, enfin, c'est une vérité qu'on ne peut pas, comment dirais-je, contester que une catastrophe industrielle, qu'elle soit radiologique ou autre, du fait des phénomènes d'évacuation, du fait que les évacuations ne sont pas exhaustives. Il y a des gens qui seront amenés à évacuer, d'autres non. Donc, bref, il y a des gens qui seront subventionnés, d'autres non, etc. Bon. Donc, il y a évidemment, évidemment ça plonge les gens plus ou moins directement concernés dans une catastrophe sociale, c'est évident. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la résilience va permettre de porter cette relativisation à son point ultime, au point donc d'en venir à relativiser l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à la santé elle-même, qui est quand même quelque chose de déterminant, en tout cas dans une exposition à la radioactivité, bon, dans une situation comme celle-là. Il y a une autre caractéristique assez intéressante des politiques de résilience, en tout cas telles que je les ai observées dans le contexte de Fukushima, c'est que en fait, il y a une espèce, c'est le rapport au temps. Alors là, je voudrais quand même peut-être m'appesantir un petit peu, mais pas trop, mais quand même. Moi, mon idée, c'est qu'en fait, et ça, je l'ai observé vraiment concrètement par rapport à la situation de Fukushima. Est-ce que ça peut être décliné dans d'autres champs? Je pense que oui, mais c'est le rapport au temps que la résilience introduit. En fait, elle permet cette résilience. Moi, je dis simplement, elle liquide le temps. Alors, je vais dire pourquoi. Elle liquide le temps. Alors, parce qu'en fait, plus précisément, elle le liquide, elle permet, elle prétend que le temps peut être réinitialisé, ce qui est assez intéressant. Parce qu'en fait, elle fait du désastre, la résilience permet de faire du désastre un moment réversible. C'est-à-dire que, alors pour utiliser une image, je dirais qu'elle agit un peu, cette résilience, comme une machine à remonter le temps pour mieux le liquider. Et l'exemple concret que je peux mobiliser pour illustrer ça, c'est lorsque, une semaine après les explosions, les 3 explosions à Fukushima, etc., donc la panade totale, une semaine après, on est déjà dans les pouvoirs publics en train de parler de retour à l'espace initial et à la vie d'antan, à la vie d'avant. Comme si en fait, alors, comme si en fait, on pouvait remonter le temps. Parce que quand on est face à quelque chose comme, mais c'est vrai pour d'autres pollutions. Mais la radioactivité, je dirais, elle est un peu, elle est hautement symbolique de ce phénomène, que en fait, la radioactivité, elle s'inscrit complètement dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas remonter on peut pas revenir en arrière avec la radioactivité. On peut la chasser, on peut la balayer, la mettre ailleurs, mais elle va polluer ailleurs. Mais on ne peut pas. Elle est durable. Elle est durable, elle a différentes échelles de temporalité, on les connaît selon les radionucléides, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les pouvoirs publics prétendent tout de suite, à peine quelques jours après, après le passage du nuage, prétendent déjà qu'il est possible de retourner à l'espace initial. Comme si on allait revenir donc à une espèce de virginité qu'on aurait perdue
alors qu'en fait, elle est perdue à tout jamais, cette virginité. Avec la radioactivité, on ne peut pas remonter le temps. Donc, c'est ce que j'appelle une spatialisation du temps qui s'opère avec la résilience. Parce qu'en fait, on prétend pouvoir faire des allers-retours dans le temps. Et donc, c'est une manière de nier l'irréversibilité, par exemple, d'une substance toxique comme la radioactivité. Et donc, on prétend faire des allers-retours dans le temps comme on pourrait faire des allers-retours dans l'espace. C'est pour ça que je parle de spatialisation du temps. Et donc voilà, ça c'est intéressant. Et puis je dis aussi que le temps est liquidé avec la résilience, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on met tout en équivalence. On apprend à tout relativiser, à tout mettre en équivalence, même le pire. Et donc, voilà, la santé devient relative par rapport au fait de devoir préserver la communauté. Le fait d'éventuellement avoir des cancers dans l'avenir, ça devient très relatif par rapport au fait que, bon, il faut quand même essayer de limiter le chômage, etc. etc. Bon. Voilà. Donc, on apprend chacun en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la politique de résilience qui a été menée au Japon. On apprend chacun à mesurer, à pratiquer la mise en équivalence et à peser les risques. Voilà. Chacun devient. Donc, c'est cette fameuse responsabilisation. On responsabilise les victimes de ceux dont elles ne sont pas responsables à l'origine. Et donc, on apprend les gens à peser les risques, à les comparer, à relativiser, alors qu'en fait, les gens sont en réalité dans une menace, ils vivent sous une menace permanente. Voilà. Et puis, oui, c'est ça. Autre facteur qui permet cette remontée du temps, qui permet d'envisager cette improbable remontée du temps, c'est la psychologisation, puisque tout devient une question de perception et de capacité individuelle à avoir foi en l'avenir. Et, au nom d'une forme d'espérance. Donc, voilà. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Bon, j'ai pas regardé d'horloge. Mais... Vous avez encore largement le temps, en fait. Oui, ça fait une vingtaine de minutes que vous avez. D'accord. Ok. Alors, merci. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la situation, comment ça s'est passé avec le rapport à la connaissance au Japon, parce que là, après, ça nous amène plus spécifiquement sur des questions plus liées au nucléaire, et bon, on ne va peut-être pas parler de ça, ce n'est pas la peine. Ce qui est certain, c'est que donc, la résilience agit un peu comme une espèce de formule magique de substitution. Ça, c'est intéressant aussi. Alors qu'on sait que, par exemple, dans le cas d'une exposition à une nuisance, qu'elle soit radioactive ou une autre, il n'y a pas de résilience biologique possible, en fait, à proprement parler. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité, en tout cas avec la radioactivité, c'est certain, il n'y a pas de possibilité de... Une fois qu'on est atteint, on est atteint. Après, bon, voilà. Après, selon les caractéristiques qu'on a chacun ou selon la dose qu'on aura reçue, etc., on aura plus ou moins de risques de développer quelque chose. Mais ça ne se nettoie pas, si je puis dire. Alors, donc, la résilience biologique est impossible, mais on va lui substituer une résilience psychologique et sociale. Donc, pourquoi? Parce que donc ça c'est intéressant aussi au niveau du politique dont parlait tout à l'heure Laurent, l'évacuation du politique, effectivement. En fait, donc pour être plus précis, le glissement vers le psychologique et le social, à défaut de pouvoir résoudre donc les problèmes biologiques, le glissement vers le psychologique et le social va permettre de considérer ces espaces
que sont le psychologique et le social comme étant les espaces gouvernables, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant. J'explique ça dans mon livre de manière un peu plus savante, peut-être, mais c'est cette idée qu'en fait, on va créer une catastrophe sur mesure, en fait. Ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est pour ça on va revoir la narration de la catastrophe aussi, de manière en fait, on va adapter la catastrophe à l'outil avec laquelle on prétend, à l'outil avec lequel on prétend la soigner. Alors que normalement, logiquement, on pourrait s'attendre à ce que quand il y a un problème, on va développer un outil qui est adapté au problème. Non, non, là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a un problème majeur, on ne peut pas le résoudre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de l'outil de la résilience, puis à partir de là, on va redéfinir le problème que la résilience va résoudre. C'est-à-dire, on va redéfinir la nature de la catastrophe. Donc, je reviens. Donc, la catastrophe n'est plus un problème d'atteinte aux vivants et aux biologiques, dans le cas du nucléaire, par exemple. Ça devient un problème psychologique et social. Donc, en fait, c'est le psychologique et le social qui deviennent les espaces gouvernables, alors que les autres, eh bien, ils ne le sont pas, donc on les abandonne. Donc, d'où toute l'insistance de la résilience et des politiques qu'elle apporte autour de la perception du désastre, de ces représentations subjectives. Et donc, finalement, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, l'objectivité du désastre, elle est évacuée. L'objectivité du désastre, c'est quoi? C'est les mécanismes réels auxquels les gens, les sujets obéissent pour tenter de faire face au désastre. Et bien ça, c'est évacué, puisqu'en fait, on va décaler tout, on va faire tout glisser vers la perception et la représentation qu'ont les gens de ce qu'ils vivent. Alors, c'est une manière, il y a d'autres manières de le dire, hein. Moi, je le dis de mille et une manières dans le livre, mais ça veut dire qu'en fait, finalement, la victime dans toute cette affaire, c'est comme si la victime était toujours déjà quelque part une victime. C'est-à-dire, elle est toujours, pour tout ou partie, la cause du crime, puisqu'en fait, une grande partie de la réponse à ce qu'elle subit est en elle. Donc, la victime va devoir déployer ses talents, enfin, en tout cas, on l'implore, on l'implore, il y a une il y a une injonction à déployer, chez les victimes leurs talents pour conduire la fameuse stratégie du dépassement, c'est-à-dire, en fait, pour résilier. Donc, bon, alors, oui, finalement, tout ça veut dire que la résilience, c'est un parfait outil pour nier le négatif, en fait, et apprendre à se nourrir du désastre. Alors, nier le négatif, c'est ce que j'appelle une espèce de négaphobie, en fait. Il y a une négaphobie, une phobie du négatif dans le concept de résilience, qui est assez intéressante à analyser. Donc, voilà. Et qui va consister à transformer les victimes en acteurs. Ça, c'est très important. Responsabiliser, ça veut dire aussi transformer ceux qui subissent en acteurs qui vont apprendre à faire de leur défiance une vertu et à se conformer donc à l'injonction du dépassement de soi. Donc, c'est une véritable, ce qui s'opère à travers la résilience, c'est une véritable intériorisation de l'affliction que l'on vit et une responsabilisation dans la souffrance que l'on rencontre. Et donc, ça, c'est marrant, enfin, c'est pas marrant. Je veux dire, très concrètement, par exemple, dans le contexte, là, encore une fois, de Fukushima, moi, j'ai vu, on a interviewé des gens qui disaient combien, alors que les gens étaient au moment des événements, au tout début, étaient révoltés, étaient en colère, étaient dans la rue, etc., c'est les mêmes qui, après, quelques mois après, vont dire, mais on devrait finalement avoir honte quand même de ce qu'on a fait, quoi. Comme si, en fait, ils étaient quelque part aussi coupables. C'est comme si c'était eux qui avaient pris part à cette décision d'aller placer des réacteurs hyper dangereux
à quelques centaines de mètres du Pacifique qui a des vagues de 30 mètres de haut. Mais c'est vrai ailleurs, tout ça aussi. Hein. Là, bon. Donc voilà. Donc intériorisation de l'affliction et de la responsabilisation de la souffrance, c'est absolument terrible. Voilà. Alors, de quoi je devrais vous parler qui vous intéresserait? Oui. Oui, bah, y a un sujet, il y a un axe absolument important, mais ouais, il faut absolument que je parle de ça. C'est le bon. Oui, c'est le fait aussi d'apprendre à tirer parti de l'irrationnel. Voilà. On est dans des situations involontairement placées dans des situations irrationnelles, et en fait, il faudrait en tirer parti. C'est ça le principe de raison. Et donc, ça veut dire il faudrait se comporter de manière rationnelle dans des situations irrationnelles. C'est-à-dire, il faudrait, et tout ça en soumettant sa vie à un contrôle absolu. Là, dans le cas de Fukushima, c'est le contrôle permanent de la radioactivité chez soi, sur soi, là où on marche, là où on va, etc. Bon. Mais ça peut être autre chose dans un autre contexte, dans une pandémie, par exemple. Donc, ce n'est qu'en se comportant de manière rationnelle, c'est-à-dire en soumettant sa vie à un contrôle absolu, qu'on a une mince chance de satisfaire aux exigences irrationnelles d'une existence dans un monde qui finalement nous menace. Et ben ça, c'est ça l'adaptation. C'est ça la définition de l'adaptation. C'est se comporter de manière, apprendre à se comporter de manière rationnelle dans un monde, dans un environnement qui est irrationnellement perturbé et qui nous menace. Bon, moi, j'appelle ça le nouvel esprit des nuisances, qui nous apprend à développer une culture pratique du risque, en fait, soi-disant. C'est-à-dire, en fait, qui nous enjoint de se soumettre à un autocontrôle permanent à travers des techniques. Alors, bon, dans le contexte Fukushima, c'est des techniques c'est du néo-management de soi-même, quoi. On devient gestionnaire du projet de sa survie, quoi, en fait. En utilisant des technologies qui nous permettent de mesurer où on en est, quoi, dans tout ça. Voilà. Alors, parce qu'il s'agit derrière tout ça, quand même, ce nouvel esprit des nuisances dont je parle, c'est-à-dire ce nouvel esprit consistant à développer un rapport comme ça, rationnel, avec quelque chose qui ne l'est pas, en fait, c'est une morale qui est absolument nécessaire à l'élaboration du consentement, à la survie dans un monde qui est devenu toxique, en fait. Bon, voilà. C'est pas plus, pas moins que ça. Et pour ça, donc, il faut amener les gens à participer et donc à devenir autogestionnaires, ou en tout cas co-gestionnaires, ça c'est sûr. C'est-à-dire, voilà, il faut apprendre à prendre part à la gestion de ce dont on n'est pas responsable. C'est pour ça que je parle de la résilience comme technologie du consentement, en fait. Parce que pourquoi je parle de technologie du consentement? Parce que la résilience nous permet, elle permet de rationaliser, de justifier un manque d'autonomie, le manque d'autonomie dans lequel on est placé. Parce que quand on est dans une situation de catastrophe, on doit mesurer tous les jours ce qu'on subit, se protéger tous les jours, etc. Donc, être en situation de survie, en fait, on n'est plus dans l'autonomie. Mais la résilience va nous permettre de rationaliser et de justifier ce manque d'autonomie. Et en démontrant, d'une part, qu'on est devenu techniquement absolument dépendant et qu'on ne peut plus techniquement être autonome. Donc, on ne peut plus être autonome sans technique. Et d'autre part, la résilience permet de démontrer qu'il est nécessaire absolument de déterminer notre propre vie en intégrant ce qui est donné. C'est-à-dire ce qui est donné, la situation qui est donnée, la situation qu'elle soit catastrophique à Fukushima ou ailleurs, cette situation devient indiscutable.
Donc, voilà. C'est plus de ça dont il faut discuter. Ce dont il faut discuter, ce n'est plus des causes de la catastrophe, c'est des effets et de la manière d'y faire face individuellement. Euh, donc, euh, donc, on aboutit à des situations où l'existence quotidienne devient surrationalisée. Et, et en fait, moi je parle dans le contexte de Fukushima, mais c'est vrai ailleurs. Je pense que c'est comme si on faisait émerger avec cette notion de résilience une espèce de micro-entrepreneuriat des décombres qui est dédié. Ce micro-entrepreneuriat on devient tous donc des micro-entrepreneurs des décombres et on se dédie au calcul intensif de nos possibilités de survie dans un contexte toxique et à l'évaluation des conditions de cette survie, etc. Voilà. Et c'est en ça que fondamentalement, je prétends, dans le livre, je mène cette analyse qui peut paraître peut-être complexe, mais qui, à mon avis, est vraiment très importante. Enfin, j'ai peut-être pas réussi à bien le dire dans le livre, mais cette idée que la résilience, c'est très sérieux. Il faut le prendre au sérieux. C'est pas de la rhétorique. C'est vraiment, c'est une technologie du consentement, donc c'est quelque chose de très lourd en fait. Faut pas, c'est pas du blabla. Et fondamentalement, je dirais que par rapport à ce que je disais juste avant, on devient micro-entrepreneur des décombres et on dédie nos vies à un calcul intensif pour savoir quelles sont les conditions de notre survie, etc. Ça veut dire qu'en fait, on devient des machines. La résilience se nourrit du désir d'être protégé par notre assimilation et par notre mimétisme avec les machines. Et ça nous permet ainsi d'être mieux intégrés dans le fonctionnement général des machines. Et en fait, ça ne signifie pas seulement, ça ne renvoie pas seulement au fait que, par exemple, dans un contexte de pollution toxique haute, comme à Fukushima, on soit obligé de mesurer sans arrêt, donc on a besoin de machines pour mesurer. C'est pas seulement ça. C'est qu'en fait, le corps lui-même dans la résilience, dans la philosophie profonde, si je puis dire, s'il y en a une, de la résilience, le corps lui-même devient une machine censée produire du bien-être à partir des intrants toxiques qui rentrent dedans. Et, ça veut dire qu'en fait, oui, parce que les corps, pour la résilience, le biologique, le vivant, le vivant, c'est une machine à encaisser les coups pour mieux pouvoir repartir au combat. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important de rappeler, parce que ça nous permet d'avoir une espèce de petite lucarne sur les fondamentaux de cette fameuse résilience. C'est très sérieux, c'est pas seulement des petites choses à la Macron et tout ça, c'est vraiment grave. Et puis, alors, j'ai pas l'heure, mais je pense qu'on est à 40. Presque, mais vous avez le temps de continuer, allez-y. D'accord. Bah, je vais essayer de parler des choses. Bah, je fais du saute-mouton, enfin, j'essaie de parler des choses dont j'ai le feeling qui pourraient le plus vous parler, vous intéresser. Il faut absolument que je dise quelques mots dans cette affaire de consentement, sur le rapport de la résilience aux affects. C'est très important. Bon. Moi, je parle la résilience doit permettre d'opérer une mise au pas des affects. Une mise au pas des affects. Parce qu'elle a besoin d'un régime affectif très spécifique, la résilience, pour se mettre en place, pour pouvoir être crédible aux yeux des gens à qui on prétend la mettre en œuvre, auprès de qui on prétend la mettre en œuvre. Et ce régime affectif, c'est ce que j'appelle l'émotionnalisme, alors n'ayez pas peur, c'est très simple. En fait, c'est un racisme des émotions.
Voilà, bon, on peut le dire comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on va hiérarchiser les émotions selon leur apport, selon l'apport supposé qu'elles peuvent avoir, supposé positif ou négatif, à l'atteinte des objectifs qui sont fixés par les médiateurs de l'adaptation. Parce que tout est le problème, c'est ça. Tout le consentement que l'on cherche à fabriquer, c'est quoi l'objectif? C'est de générer de l'adaptation. Et, et pour générer de l'adaptation, eh bien, il va falloir, donc c'est ce que je prétends, avec la résilience, il va falloir opérer un tri sélectif parmi les émotions. Alors, c'est très simple, enfin très simple, c'est peut-être pas si simple. Moi, je ne suis pas psychologue, alors c'est vrai que bon, je n'ai peut-être pas la bonne langue pour parler de ça, mais bon, donc j'en parle d'une manière, j'ai envie de dire, j'en parle un peu à la tronçonneuse. Hein, bon. Donc, j'espère ne choquer personne. Mais en gros, ce qui est bon et positif, c'est l'espoir, la responsabilité, l'anticipation, la solidarité, toutes ces belles choses. Et puis, ce qui n'est pas bon, ce qui est négatif, et qu'on va essayer d'éjecter, de mettre sous le tapis, c'est l'irritation, le ressentiment, la colère, l'inquiétude, la peur, bien sûr. Et je vais revenir sur la peur. Euh, alors, tout ça, ouais. Donc, ça c'est donc pour dire qu'en fait, il s'agit bien, avec avec la résilience en tant qu'outil politique, c'est pas seulement donc de gérer le désastre, mais c'est de gérer les sentiments autour de que ce désastre génère, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment une règle qu'il faut bien essayer de comprendre et qu'il faudrait peut-être fouiller, hein. Mais il faut certainement fouiller parce qu'elle est là, j'en suis convaincu, c'est quelque chose qui traverse tous les types de catastrophes. Ça, c'est quelque chose. Et de plus en plus, nous allons assister à une gestion parallèle des désastres. Enfin, de plus en plus, la gestion des désastres devra s'acoquiner, enfin se doubler d'une gestion des sentiments, des émotions. Bon, et alors je vais insister sur, peut-être ça sera un peu la fin de mon intervention là, mais sur le rapport à la peur, justement. Typiquement, et d'ailleurs on l'a vu avec la crise enfin la crise, non, justement, c'est pas la crise. Oui, ben ça, oui, parce que la pandémie, c'est pas une crise, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas un choc, c'est pas une crise, c'est une catastrophe. Voilà. Bon. Moi, je dis pas ça pour. Je m'appelle pas Jean-Pierre Dupuis. Vous savez, Jean-Pierre Dupuis, c'est ce philosophe qui a écrit des livres sur le catastrophisme éclairé, tout ça. Il fait des slideshows internationaux dans le monde entier où il montre des images apocalyptiques de l'homme au bord de l'abîme. Voilà. Non, mais moi, je suis pas là-dedans. Hein. Moi, la catastrophe, pour moi, c'est tout à fait banal et je veux dire, c'est banal. J'ai pas de vision apocalyptique de la catastrophe. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Elle est là. Chaque jour, il y en a une nouvelle. Bon, là, la pandémie, c'en est une autre. Il y en aura une autre demain. Enfin, je veux dire, bon, je trouve pas ça très excitant, mais je trouve pas ça non plus. Il n'y a pas de raison non plus d'aller remonter à l'apocalypse. Et bon, je veux dire, regardons juste les faits, quoi. Bon, et puis après, bon. Bon, et donc, la pandémie n'est pas une crise, c'est une catastrophe. Et on voit bien qu'il il y a 3 semaines déjà, on a vu comment l'OMS a déclaré qu'en en fait, on ne pourra pas sortir de la pandémie très vite. Alors, ils n'ont pas donné, bien sûr, de date de sortie, parce que, mais à défaut de pouvoir en sortir vite, par contre, il faut absolument que l'on efface la peur. C'est-à-dire c'est les citations, c'est-à-dire qu'il faut absolument en fait, plus précisément, qu'on supprime la peur. Et donc, c'est intéressant.
Donc là, déplacement de focale aussi. À défaut de supprimer le Covid, ben, on va supprimer la peur qu'on en a. Voilà. Bon, donc, eh bien, à Fukushima, c'était pareil. Donc, il s'agit toujours, et de plus en plus ce sera comme ça, de réduire au silence la liberté d'avoir peur dans des situations de catastrophe, en prétendant libérer de la peur, justement. Alors, là, c'est pareil, tout ça, c'est un peu gênant parce qu'en fait, fondamentalement, la peur, quand même, contribue, à mon sens, à prendre conscience qu'on mène une existence dans un monde qui est menaçant. Moi, j'appelle ça un monde faux, hein, parce que c'est un monde. Il est faux parce qu'en fait, on y vit en tant que, comme si on y est déplacé, alors qu'en fait, c'est pas notre monde. C'est un monde dans lequel on n'est pas adapté, mais on nous dit mais vous n'êtes pas adapté, mais vous allez vous adapter. Et c'est pas un monde qui nous appartient en réalité. C'est pas notre monde. Hein, c'est la métaphore de Gunther Anders qui prend la métaphore du brochet qu'on sort de l'eau et qu'on met sur l'étal et qui va suffoquer. Évidemment, il n'est pas dans son milieu. Et donc, bah nous, on est un peu comme ça. On est projeté de plus en plus dans des situations, dans des milieux qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous sont pas propres. Et on nous tient derrière tout un discours. Et c'est plus qu'un discours. On met en place derrière des outils d'adaptation d'adaptation à cette situation qui n'est pas la nôtre, à ce monde qui en fait est un monde faux pour nous. Bon, bref, c'est-à-dire un monde où le sujet est donc structurellement déplacé. Et alors, en supprimant, en réduisant au silence la liberté d'avoir peur, ben, c'est évident que on supprime toute possibilité que pourraient avoir les gens de se révolter contre cette situation qui les met qui les place sous la menace, puisqu'ils ils ne peuvent plus la craindre cette situation, pour parler simplement. Donc, je pense que le rapport à la peur, c'est un rapport fondamental dans l'affaire de la résilience, et ça sera probablement de plus en plus. Alors, bien sûr, je peux fouiller cet aspect, cet aspect de la peur, Est-ce que ou alors je dis quelques mots déjà plus larges, et puis on reviendra sur la peur de la peur, peut-être. Oui, Bon, revenir. Vous ouais, vous arrêtez quand vous le souhaitez, ouais. puis soit on passe aux questions, Moi, soit vous poursuivez à votre convenance. je voudrais qu'on discute, ce qui ne m'empêche pas de dire des choses après, hein, mais euh, euh, un peu, bon, de manière un peu ramassée. Moi, j'essaie de mettre en relief finalement une espèce d'économie politique du consentement, et je prends donc à partir de cet outil, de cette technologie du consentement qui est la résilience, j'essaie d'analyser en quoi on peut parler d'une économie politique du consentement, c'est-à-dire une économie politique dans laquelle euh, euh, bah, il faut administrer le consentement, il faut l'administrer, et ça demande d'administrer, comme j'ai dit, la passion des individus pour la situation dans laquelle ils sont déplacés. Et c'est pour ça qu'on administre la peur, en fait. C'est-à-dire on administre la crainte qu'ont les gens de la situation dans laquelle ils sont placés. Tout ça pour amener chacun, finalement, à obéir, mais attention, c'est subtil. C'est à obéir, mais pas bêtement. C'est à obéir en participant et à obéir avec des affects de joie, d'une certaine manière, des affects de joie agissantes. Donc, c'est pas tout à fait, c'est pas le fascisme. Il y a quand même, c'est quand même amener chacun à prendre part à la gestion du désastre avec une certaine allégresse. À quoi s'agit-il de consentir? Et je conclurai, enfin, ce sera vaguement conclusif pour l'instant. Il s'agit de consentir par, à travers et à la technologie. C'est le cas typique à Fukushima, mais ça peut être vrai ailleurs.
dans d'autres situations. Donc, consentir par et consentir par et à la technologie. Il s'agit de consentir aux nuisances, c'est-à-dire de rendre incontournable, voire nécessaire, le fait de vivre avec le désastre et ses suites. Il s'agit d'amener chacun à consentir à la participation, c'est-à-dire chacun devient acteur par la cogestion des dégâts qui surresponsabilise les victimes et qui, quelque part, quand même, a tendance à déresponsabiliser les responsables. Il s'agit également, mais ça j'en ai peu parlé, mais c'est du consentement à l'ignorance, en tout cas à cette ignorance qui consiste à désapprendre à être affecté par ce qui nous touche au plus profond de nous. Ça, c'est une forme de production d'ignorance que d'apprendre à ne plus être affecté par ce qui nous touche au plus profond de nous. Je pense bien sûr à la santé et à l'état de notre corps, du vivant, qui est en nous et qui est bon. Et puis, autre figure du consentement, autre forme de consentement, c'est le consentement à l'entraînement, à l'apprentissage et à l'expérimentation de nouvelles conditions de vie qui sont induites par le désastre. Voilà, donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. J'ai d'autres choses à dire, bien sûr, mais on peut les dire après dans une discussion qui se prolonge. Bon, c'est un peu clairsemé ce que je dis, mais parce que, bon, ouais, bref, voilà. J'ai pas prototypé un speech, j'ai des fiches, je puise dedans. C'est les mille et une manières d'éclairer cette notion. Il y en a encore d'autres dont je n'ai pas parlé, mais d'éclairage que j'ai développé dans le livre. Voilà. Mais bon, c'est loin d'être exhaustif ce que j'ai dit ce soir. Ça n'a pas de prétention. C'est une base de discussion. Écoutez, merci beaucoup. Et j'ai vu une main se lever au moins. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient prendre la parole, vous ouvrez votre micro et vous posez la question oralement. Ce sera vivant. S'il vous plaît. Parce que j'ai vu une main jaune. Oui, je crois que c'est moi. Attendez, je vais la baisser. Ok, bonsoir, merci beaucoup. J'ai pris en cours, malheureusement, je n'ai pas pu assister dès le début. Ouais. Mais du coup, je trouve ça très, très, très intéressant. Vraiment, merci, ça donne de la matière à penser. On en a besoin aujourd'hui de penser. Juste, je voulais avoir votre avis, enfin par rapport à d'autres concepts que la résilience, je suis psychologue, clinicienne, qu'on utilise en psychologie et en psychanalyse en particulier, que sont la sublimation et la suppléance pour les psychotiques, et qui visent quand même aux personnes à réussir à dépasser, on va dire, leurs symptômes ou leurs difficultés, pour être un peu, pour vulgariser les choses, ou même leurs difficultés à être et à incarner leur corps propre, et donc à se créer des dispositifs psychiques, intérieurs ou même extérieurs, l'écriture, l'art, plein de choses, pour justement transcender la difficulté intérieure. Est-ce que vous le mettez sur le même plan que le concept de résilience? Non, instinctivement, je ne connais rien à ce dont vous me parlez. Je ne connais rien, mais vous en parlez très clairement. Et non, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, enfin, dans une certaine mesure, parce que pourquoi? Parce que dans ce que vous décrivez par rapport à la notion de... Vous m'entendez? C'est bon? Oui, tout à fait. Sublimation et suppléance, dans ce que vous en décrivez, en tout cas, après, peut-être que dans les faits, vous me cachez des choses, mais, ça paraît plus... je ne perçois pas de phénomène de négation de quelque chose qui est nuisible. Oui. Je ne vois pas de négaphobie là-dedans, je ne vois pas de négation du négatif, je ne vois pas de négation d'une dimension qui serait nuisible et qui n'est pas prise en compte. Mais sauf à penser que ces notions de sublimation et de suppléance, mais là vous êtes mieux placé que moi pour en parler, sauf à considérer que ces notions
permettent, je dirais, à la société d'échapper à sa responsabilisation dans ce que ces gens vivent. Oui, Voilà. non, pas du tout. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que normalement, c'est le sujet lui-même qui est acteur de ça ou pas. On sublime pas forcément, ou on supplée pas forcément. Enfin, c'est le Oui, sujet même. oui, Et ça, en effet, ça ne nie oui, absolument pas et ça ne gomme pas la souffrance. C'est oui, pas parce qu'on sublime qu'on ne souffre plus. oui. Mm. Non, moi, je vois pas là Mm. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est pas sa Oui, situation. Hein, oui. je comprends la distinction que Bon. vous pouvez en faire. D'accord, c'est très Ouais. intéressant. Merci beaucoup. Ah, ouais. Et toujours dans ces notions proches, du coup, je me demandais, en structure, la résilience, j'en entends parfois parler, mais ce n'est pas le mot qui revient le plus souvent. J'entends plutôt rétablissement. Mais pourtant, dans ce que vous avez cité, je retrouve ces mêmes choses, hein, Ah oui. l'espoir, la solidarité, le fait d'être acteur, de ne pas être victime. Est-ce que c'est un mot qu'on emploie dans un mauvais sens ou est-ce que c'est un peu la même chose, justement, là? Lequel, le mot rétablissement? Oui, rétablissement. Bah, il n'est pas employé dans un mauvais sens. Simplement, c'est un ersatz de résilience là, dans ce contexte. Mais ça pourrait être autre chose. Mais c'est vrai que la frontière est difficile, hein, à tracer. Enfin, je veux dire, il y a aussi la notion de remédiation. Mais ça, on n'utilise pas si vous êtes en psychologie, vous ne l'utilisez pas, mais chez les écologues, c'est la fameuse remédiation. Psychologie, on l'utilise énormément. Hein. Ah bon? Psychologie cognitive. Hein. Bon, Remédiation cognitive, ça là, s'appelle. c'est pareil, c'est très toxique, ça. Enfin, je veux dire, c'est cette idée, cette idée qu'on va, qu'on revient, on réinitialise, qu'on revient à quelque chose à une situation initiale ou alors à une nouvelle normalité aussi. Enfin bon, ça dépend des écoles aussi. Là. Bon, il y a le post-normal aussi. La résilience permet d'aller vers une nouvelle forme de normalité, etc. Bon. Ouais, rétablissement, en tout cas, oui, c'est un faux nez de résilience, hein, ça, c'est clair et net, hein, pour moi. Oui, 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 oui. Ouais, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils ont honte, ces gens qui utilisent rétablissement, d'utiliser résilience. Ils devraient être plus honnêtes. C'est bizarre. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Après, dans ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que souvent la résilience, même si vous parlez parfois de concepts individuels, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très collectif finalement. Ça veut dire c'est quand même dans son usage ou dans l'usage qu'on en fait, dans le fait que ce soit un peu manié par les politiques. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu ça le distinguo. Quand on parle de rétablissement, généralement, j'ai l'impression que c'est plus personnel et que quand c'est résilience, ça va être vraiment sur du collectif. Ah, ça dépend qui, hein, parce qu'il y a des gens qui l'appliquent à l'individuel aussi, la notion de résilience. Et de toute façon, en tout cas, quand on parle de résilience dans un soi-disant contexte collectif, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça consiste à ramener la gestion de l'affaire, quelle que soit cette affaire, aux individus en réalité. Donc c'est assez marrant parce qu'on en parle de manière collective. Effectivement, nous sommes tous, on va tous être ensemble et être résilients nationalement, effectivement. Mais en fait, tout ça pour dire derrière que, et c'est vrai dans la loi climat résilience, c'est vrai dans toutes les politiques qui s'affichent comme étant des politiques collectives de résilience. Eh bien, en fait, il s'agit à chaque fois de ramener la responsabilité à l'individu et à sa capacité de faire face individuellement et à gérer le merdier tout seul, finalement. Enfin, tout seul. Chacun à sa manière, avec ses propres capacités, quoi. C'est curieux, ça aussi. Donc, oui. Ce distinguo, finalement, résilience collective, résilience individuelle, est complètement théorique, parce que dans les faits, ça traverse tout, quoi, en fait. Ce que veulent les politiques, c'est absolument, c'est que chacun se débrouille avec avec quoi le politique n'arrive pas à se débrouiller, non? Vous ne croyez pas? Se dégager de la responsabilité, donc. Bah oui, en quelque sorte, quand même. Tout en disant j'assume, bien sûr, parce que bon. Ils assument. Oui. Oui, je vous en prie. Pardon. En vous écoutant, je me faisais la réflexion de comment cela peut briser le lien finalement aux autres et de solidarité si c'est ramené à l'individu.
Et aussi, je pensais au Japon parce que je me dis, c'est quand même dans ma représentation un peuple qui est très soumis aux politiques, Oui, très, très soumis à la technologie, à oui. la modernité, aux machines. Et c'est marrant que vous partiez du Japon pour nous amener à quelque chose que l'on retrouve aussi dans notre société française, dans le management des entreprises, hein. Moi, je suis d'une collectivité territoriale et nous sommes managés malheureusement comme ça. Oui. Euh, et, euh, et aussi, ça me fait penser à une action finalement de perversion, c'est-à-dire que la victime est doublement victime. Finalement, elle doit se retrouver euh, à gérer ça, parfois seule, et puis, Oui. comme vous dites, à prendre parti sans la co-responsabilité avec finalement peut-être les auteurs, enfin les auteurs, Oui. avec les responsables. Oui. Mm. Oui. 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 Oui, c'est sûr qu'il y a une. Oui, la victime est doublement victime, c'est vrai. Alors oui, je reviens sur ce que vous disiez sur l'histoire. Ce qui vous trouvez troublant finalement, c'est cette idée qu'en fait, euh, on, on part d'une réflexion dans un pays, portée dans un pays où en fait, bon, vous supposez, mais bon, c'est pas complètement faux, je pense quand même qu'il y a une forte une dose de soumission qui est relativement. Et ce qui vous interpelle, c'est de dire ah ben ça c'est marrant, alors, et ça arrive en France et finalement dans un pays qui lui prétend ne pas avoir de soumission, c'est ça que vous voulez dire? Oui, parce que nous sommes un pays quand même idéologiquement tourné vers la liberté des droits Oui, c'est ça. de l'homme. Et, oui, Et on est touché quand même. oui, ça c'est sûr. Oui, mais alors ça c'est lié au fait que d'une part, nous avons certainement une représentation biaisée de ce qu'est le Japon, parce que le Japon n'est pas génétiquement soumis. C'est une soumission qui s'est travaillée historiquement. C'est parce que ils ont, bon, oui, il y a une forme de, il y a un travail culturel et politique qui a été mené dans ce pays depuis la modernisation, en fait, depuis la fin du 19e siècle, on peut dire. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'était bon. Et donc, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de, hein, il y a pas de gêne de la soumission au Japon, tout comme d'ailleurs, il n'y a pas de gêne de la liberté en France. C'est ça que ça montre, en fait, effectivement. Ah oui. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est très troublant. C'est très inquiétant. Vous pouvez le dire aussi, c'est très inquiétant. Ouais. Parce que ça veut dire qu'en fait, à travers. Mais, encore une fois, mais le problème, enfin, il ne faut pas tout mélanger non plus. Enfin, il ne faut pas qu'on. Enfin, j'ai envie de dire, le problème, c'est quand même pas la résilience. Le problème, c'est qu'on est plongé dans des situations de catastrophes à répétition et que, et que euh, euh, grâce à des technologies du consentement comme la résilience, eh bien, on ne, on, on ne répond pas à ces catastrophes de manière à les, de manière à empêcher qu'il y en ait d'autres, en fait. Simplement. Quoi. Moi, je suis pas l'apocalypse, comme je disais tout à l'heure, je suis pas apocalypticien, mais je vois pas comment, là, en ce moment, je vois pas comment on va sortir de ce cercle vicieux où, en fait, on n'arrête pas de développer des fausses réponses, des fausses solutions, c'est-à-dire des solutions qui génèrent de plus en plus de problèmes face à des solutions technologiques, par exemple, qui en fait ne font qu'alourdir les problèmes auxquels ces technologies sont censées répondre. Donc on est dans des cercles vicieux et ça je l'ai dit ailleurs, mais on a un rapport, on est incapable dans le contexte actuel. Hein. Après, est-ce que les choses peuvent basculer peut-être, mais on est incapable de répondre, d'avoir une approche où en fait, on est incapable. Je reviens à mes premiers mots de mon speech tout à l'heure. Je vous ai parlé de clore l'impossible.
hein. On prétend clore l'impossible. Et en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on prétend clore l'impossible. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Les systèmes politiques tels qu'ils sont structurés, après, c'est peut-être transformable, mais tels qu'ils sont structurés, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas avouer leur impuissance. Tant qu'ils ne pourront pas avouer, tant qu'on sera dans une organisation politique où on ne peut pas avouer notre impuissance, c'est évident qu'on va inventer des fausses solutions. Et donc, on ne va jamais faire face aux vraies menaces sous lesquelles on est placé. On va simplement toujours déplacer à chaque fois la responsabilité sur les victimes. Et voilà. Et pour sortir de ça, il faudrait. Moi, je pense que pour sortir de ça, il faut une organisation politique qui est radicalement différente. Il faut quelque chose. Alors, il faut une organisation politique qui n'est plus fondée, qui ne soit plus fondée sur sur un système de représentation nationale. Je pense. Mais je dis pas que c'est possible, mais je dirais intellectuellement, je ne vois pas d'autres lectures logiquement, d'autres réponses. Il n'y a pas d'autres puissants, il n'y a pas d'autre organisation politique que quelque chose qui serait ramené à un niveau beaucoup plus petit, en fait, on peut dire. Il n'y a pas d'autre organisation qui puisse avouer son impuissance. Les systèmes actuels ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont embarqués dans une quête infinie de réponses, de fausses réponses à des vrais problèmes, quoi. Et voilà. Bon. Et la résilience, donc, ce que je veux dire, c'est que la résilience, c'est une petite chose dans tout ça. Mais c'est un des outils. C'est un des outils qui permet de faire passer le message aux gens, comme quoi, finalement, alors, donc c'est ça, finalement, c'est eux qui sont quelque part responsables. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de ne pas regarder en face la réalité, les causes des désastres, quoi. Voilà. Bon. Mais j'ai un peu dévié de ce que vous disiez, mais bon, c'était pour aussi dire des choses que j'avais envie de dire. J'ai vu que dans Angel, vous aviez levé la main. Et après, Malvina, si vous voulez, vous pouvez reprendre la parole, il n'y a pas de problème. Le bruit de fond ne nous a pas parasité tout à l'heure. Donc, Angel, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Merci, Laurent. Avec plaisir. Je vous remercie pour votre intervention. Moi, je suis étudiant à Etchari en formation d'éducateur spécialisé. Et je n'avais jamais pensé à la résilience de cette manière-là. Angel, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si vous pourriez monter le son ou parler plus près, ou je ne sais pas trop quoi faire, mais on vous entend de manière un peu métallique et très éloignée. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Oui. On ne verra pas du coup, mais ce n'est pas grave. Non, oui. Je vous vois quand même. Cette intervention m'a permis, moi, de voir autrement la résilience, parce que la façon dont on peut l'aborder en formation ou la vivre sur le terrain en tant qu'éducateur spécialisé, oui, c'est beaucoup dans l'individuel. Et c'est vrai que ça m'a permis de poser un regard critique sur le fait de, voilà, vous êtes venu poser une limite, ne pas traiter la résilience comme quelque chose de collectif ou sociétal. Parce que, enfin, voilà, pour moi, quand on parle de résilience, on parle de ce qu'une personne en tant qu'individu, en tant que ce qu'elle est, va pouvoir mettre en place pour surmonter une difficulté. Et une difficulté qui n'est pas toujours l'objet d'une catastrophe ou quelque chose qui touche plein de personnes. Parfois, ça va se jouer entre deux personnes au sein d'une famille. Oui. Ou dans... Enfin, oui. Donc, c'est hyper intéressant de... Voilà, ça me fait penser un peu à l'évolution du travail social où on nous demande de mettre de plus en plus de choses en place, qu'on a de moins en moins de moyens pour intervenir auprès des personnes, on doit constamment innover. Oui. Et alors que politiquement, toutes les politiques de prévention pour lutter contre les violences dans les familles, etc., tout ce qui est préventif est en train de perdre, perdre en force, en impact. C'est plus quelque chose
qu'on met en Oui. avant. Et voilà, j'ai réussi à faire ce lien avec le travail social. C'est vrai qu'au départ, quand vous étiez parti sur Fukushima, je me suis dit, ouh là là, c'est pas mon domaine. Et merci beaucoup, en tout cas, oui, pour m'avoir permis de prendre ce recul et de le penser autrement. Du coup, aujourd'hui, je vois la résilience à traiter en individuel, mais se servir du collectif, entre guillemets, de ce qu'on nous demande pour porter politiquement, faire remonter ça en tant que professionnel de terrain, à dire, mais vous voyez, toutes ces personnes, on leur demande de faire des efforts, mais donnez-nous les moyens de leur apporter des solutions et faisons aussi de la prévention pour empêcher que des situations catastrophiques de violence, d'abus ou ce genre de choses se fassent dans des familles, dans des foyers. Enfin, voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Hein. C'est un autre regard que je ne connais pas, mais j'aime bien l'idée que finalement, si je comprends bien, hein, que vous dites en fait, la résilience, là, du point de vue politique, elle permet de mettre l'accent sur donc les efforts individuels au détriment d'une vision collective. Hein, c'est ça que vous voulez dire. Au détriment d'une vision collective qui serait portée par justement des politiques plus préventives, etc., qui perdent de l'importance et du terrain maintenant. Enfin, c'est peut-être pas nouveau d'ailleurs, mais oui. Donc, vous confirmez, si je traduis, l'effet de surindividualisation, de surresponsabilisation. C'est ça que vous dites. Hein. On est d'accord? C'est ça, hein? Donc, et si vous aviez un... Donc, parce que tout à l'heure, j'ai demandé à Laurent, je disais, avant la réunion, je disais, mais moi, ça m'intéresserait de savoir les griefs que vous avez par rapport à votre pratique. Et pourquoi vous vous intéressez à un zozo comme moi qui ose blasphémer face à la religion de la résilience, quoi. Vous voyez, je me suis demandé ça. Et en fait, je peux voir que parce que vous vivez également une promotion effrénée de l'individualisation de la prise en charge de soi et d'une subjectivisation et peut-être aussi de ce que quand j'ai parlé de psychologisation, j'en sais rien, mais c'est peut-être ça aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, oui. Non, enfin oui, d'accord. Oui. Oui, ben voilà. Tout à l'heure, Thierry, quand vous avez posé la question, je vous ai dit qu'effectivement, moi, encore une fois, sans être un spécialiste de la question, même dans notre champ professionnel, donc la résilience, il m'a toujours semblé, si vous voulez, à la lecture des livres peut-être de la personne finalement qui a le plus écrit sur ce sujet-là dans notre champ professionnel, ou en tout cas dans notre champ professionnel, c'est saisi Boris Cyrulnik, il m'a toujours semblé, si vous voulez, que ces réflexions faisaient l'impasse massivement sur le cadrage politique finalement des enjeux. Et voilà. Mais c'est ma lecture, et du coup, si certains d'entre vous sont en désaccord, c'est intéressant, vous voyez, par rapport à ça. Voilà. Et voilà. Et du coup, en tout cas, et deuxième point, aucune interrogation, mais à ma connaissance, encore une fois, sur, si vous voulez, les enjeux scientifiques et politiques du déplacement de cette notion-là, de ce concept-là dans notre champ professionnel à une période bien particulière. Vous voyez, ce n'est pas un concept qui s'est déplacé dans notre champ professionnel en 1912, c'est un concept qui s'est déplacé dans notre champ professionnel vous voyez, dans les années 80, donc à un moment politique qui n'est pas neutre. Là, c'est le lien avec le néolibéralisme ou quoi auquel vous pensez? À quoi vous pensez? C'est ce que j'ai à l'esprit, oui, très clairement. Bon, voilà. Mais du coup, c'est sous forme de questions. Vous voyez, en tout cas, vous disiez tout à l'heure, mais en fait, quelles sont vos interrogations? Voilà. Alors, ce n'est pas une interrogation sur les personnes, c'est une interrogation sur les conditions, les enjeux d'une importation dans notre champ professionnel d'un concept et de la vitesse à laquelle ce concept est devenu un élément de langage qui ne peut pas être une doxa, quoi. Bien sûr. Et qui relève pour moi autant de la pensée magique. Oui, voilà, à partir du moment où on a employé le terme de résilience, il y a quelque chose de l'ordre de la pensée magique, il y a quelque chose de l'ordre, si vous voulez, de la métaphore,
qui, à un moment donné, illustre, qui figure un certain nombre de choses, mais qui passe à côté, pour moi, effectivement, de la question politique et des enjeux macro, enfin, un petit peu en résonance avec les Angèle tout à l'heure. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas… Si, d'accord, bien sûr, voilà. bien sûr. Oui. Ok, oui. Oui, d'accord. Oui, bah, allez-y, s'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Moi, je veux bien. Pardon, je prends la parole. Vas-y, Sébastien, vas-y. Oui, je vous en prie. J'ai pas trouvé le petit icône pour lever la main, alors je prends la parole. Pour compléter à ce qui vient d'être dit par Laurent et Angèle, auquel je souscris complètement, je pense aussi que pour le travail social, par exemple, pour ce qui nous concerne d'un peu plus près, vous disiez tout à l'heure, il faut administrer le consentement. Et c'est vrai que les travailleurs sociaux sont potentiellement, je vais dire, certains administrateurs de ce consentement. C'est peut-être ça qui nous concerne encore de plus près, c'est-à-dire que par la position que nous tenons, d'abord c'est une… Merci pour votre intervention, parce que c'est une notion avec laquelle il n'est pas si simple que ça d'avoir un rapport, j'ai envie de dire, critique. Non, c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. C'est une notion très édulcorée et très édulcorante, donc compliqué comme ça, sans argument, de dire nous sommes contre la résilience, d'autant plus que je crois profondément effectivement à la capacité du sujet à mobiliser, des forces pour dépasser, etc. Tout le problème, et c'est la richesse de votre propos, je crois, c'est la captation de ces forces-là, qui sont réelles, donc qu'on continuera à défendre, mais qui sont captés pour être mis au service d'une autre idéologie. Tout à fait. Et effectivement, les travailleurs sociaux, comme tant d'autres, mais en tant que, j'avais envie de dire presque agents d'État ou véhicules d'un discours d'État, sont sollicités pour aussi à travers pour être les véhicules de cette notion. Angèle l'a très bien dit, dans un travail social où il y a de moins en moins de moyens, de plus en plus de souffrance, et effectivement, il serait facile de s'en remettre à alors la version très édulcorée qui traverse le travail social aujourd'hui, c'est le cousin germain de la résilience, qui est l'empowerment, mais la participation, voilà, c'est des choses avec lesquelles il est pas si simple que ça d'engager un rapport critique. Et voilà, donc merci pour votre discours qui fait du bien pour ça. Oui, mais vous avez bien compris ce que j'ai dit, enfin, même si je l'ai mal dit en tout cas. Parce que, donc ça veut dire que c'est bien, mais si vous lisez le livre, vous allez encore plus vous régaler. Mais c'est vrai que, oui, captation, évident. C'est évident, c'est le problème de la captation de la puissance d'agir. C'est-à-dire que moi, évidemment que je ne suis pas en train de dire que les individus sont impuissants. Mais par contre, le problème, c'est que leur puissance, elle est captée, effectivement. Leur puissance d'agir est captée. Elle est captée vers en fait, un culte. Bon, il y a plein de manières de dire, une culture ou un culte de l'adaptation. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la possibilité d'exprimer une puissance d'agir. C'est plus du tout ça. Ça devient une conformisation à ce qui est donné, à ce qui existe déjà. Donc, effectivement, c'est fou d'ailleurs d'y penser, parce que l'empowerment, pourquoi pas, mais si l'empowerment, ça consiste à responsabiliser sans… comment dirais-je, si ça consiste à responsabiliser en détournant cette puissance d'agir pour la mettre au service de quelque chose d'une lutte ou d'une résistance à quelque chose dont les individus n'ont rien décidé, je ne vois absolument pas effectivement l'intérêt de voir ce genre de politique. Être responsable et avoir le pouvoir, ça c'est intéressant. Mais être responsable sans pouvoir, non merci. Excusez-moi, je simplifie. Hein. Je suis en train de préparer des slogans pour la prochaine manif. Non, mais on pourrait dire ça. Hein.
responsabilisation, d'accord, mais avec le pouvoir sur soi. Mais là, on nous dit, bah, responsabilisez-vous, et puis en fait, bon, bah, vous savez, le pouvoir, il faut être solidaire, hein, ce qui compte, c'est la communauté, donc bon, bah, vous savez, il va falloir lâcher un peu de lest, hein, sur le pouvoir. Hein. Donc, vous êtes responsabilisé, mais vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de manette, et voilà. Donc, voilà. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, hein, je comprends que vous soyez intéressé par l'idée d'administration du consentement et que vous ayez l'impression que les travailleurs sociaux sont des formes d'administrateurs du consentement, sont des relais de cette captation de la puissance d'agir. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, potentiellement, parce que je pense qu'en engageant un rapport critique avec ça, on peut essayer de faire un pas de côté, mais c'est vrai que la tentation grande et facile de tomber là-dedans, tout comme tout à l'heure, c'est très juste que j'ai bien apprécié quand vous parliez de la spatialisation du temps, comme si effectivement on pouvait comme ça, parce que c'est pas pour rien que dans le travail social, effectivement, aujourd'hui, il faut toujours, y compris avec la personne, toujours aller de l'avant, toujours se projeter, toujours, comme si on n'arrivait pas à tenir en fait le malaise, le mal-être, il faut toujours être de l'avant. Alors chez nous, ça porte la notion projet, etc. Faites un projet. Ouais, sauf qu'il y a des gens, quand tu es KO debout, tu n'en es pas à faire un projet de vie, sinon tu n'en serais pas là. Et il faut tout le temps aller de l'avant. Et effectivement, ça rejoint bien ce que je trouve ce que vous disiez, comme si l'histoire du nouveau départ, c'est à la fois un retour en arrière et à la fois une projection permanente vers l'avant. Résultat, on n'est jamais dans le malaise qu'on doit tenir, quoi. Je suis d'accord avec vous. Bon, bah, c'est bon, on se comprend bien. Parce que effectivement, c'est le problème de. Ouais, moi, je parle d'anti-nostalgie aussi. Bon, c'est-à-dire de ce rapport bizarre. Ouais, bon, le passé n'est pas. Le passé est mobilisé dans la résilience, mais il est mobilisé. Il n'est pas mobilisé comme source de construction du présent, mais plutôt comme une espèce de manière de nier le présent, en fait. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé de ça, mais le rapport au temps, cette projection vers l'avenir, ce monde de demain, hein, ce monde d'après, le fameux monde d'après, tout ça, eh bien, c'est évident que ça permet de concentrer toutes les énergies sur ce qui n'est pas encore là et sur c'est normal, c'est logique, c'est cohérent avec cette idée de la résilience qui est censée nous apprendre à nous préparer à la catastrophe de demain. Donc en fait, la catastrophe, elle n'est jamais là, elle n'est jamais déjà là, c'est toujours celle à venir. C'est exactement ce qu'il y a dans la loi climat-résilience, hein, parenthèse. Hein. C'est pas la catastrophe. On n'est pas dans la catastrophe. C'est comment se préparer à la catastrophe climatique qui va venir. Et donc, la catastrophe, ce n'est pas ce qui survient, mais c'est l'impréparation. C'est toujours l'impréparation à ce qui survient. C'est quand même intéressant, ça. Voilà. Ouais, bon. Pardon, mais quand même, enfin, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais quand même, dans le concept de résilience à la base, il s'agit de trauma. Enfin, si je ne me trompe pas, de la question de l'exposition au traumatisme mais psychique. Oui. Dans quel champ? Dans le domaine Oui, dans le domaine psychologique, hein, puisque quand même, Boris Cyrulnik, à la base, c'est de ça dont on parle. C'est les politiques ensuite qui, en effet, ont peut-être utilisé ce concept à d'autres fins ou sur des visions collectivistes. Mais au départ, on est bien sur la capacité, enfin, moi, j'aime pas ce mot capacité, mais en tout cas sur la possibilité ou non d'une personne à faire face à quelque chose de traumatique. Moi, je le comprenais comme ça, mais... vous l'avez bien compris, mais mais moi, ce que j'ajouterais, c'est que déjà ça, c'est problématique pour moi. Parce que justement, c'est ça le problème. C'est que la résilience, on aurait dû la garder dans une cage, c'est-à-dire la laisser là où elle est née, c'est-à-dire c'était la science des matériaux, c'est comment les matériaux réagissent, le bois, la ferraille. Oui, tout à fait, les métaux.
Bon, les métaux. On aurait dû la laisser là-dedans, parce qu'après, c'est devenu du délire. Les années 50, quand on l'a mobilisé on a commencé à le mobiliser dans les années 50 pour la psychologie, pour les problèmes psychosociologiques dans la société américaine, pour qualifier, pour essayer de comprendre ce qui faisait qu'il y avait des jeunes gens qui devenaient délinquants ou pas. Déjà là, ça commençait à dériver parce qu'en fait, déjà là, ça veut dire qu'on a porté l'attention. Donc, ces travaux-là, dans les années 40-50, ils portent déjà l'attention sur le fait que, eh bien, il y aurait des conditions intrinsèques aux individus qui feraient que, finalement, ils deviendraient plus ou moins délinquants. Bon, alors déjà, c'est mal barré. Alors, dans l'écologie, ça va être encore plus dramatique. Ça, je l'ai rappelé dans le livre parce que personne ne le dit. Le concept de résilience mobilisée dans les années 70 dans l'écologie, en fait, il vient des travaux des années 50, des biologistes américains qui sont allés dans les îles du Pacifique observer les effets de résistance des environnements et des humains face aux essais atomiques qui étaient menés à l'époque par la Commission d'énergie atomique américaine. Ils faisaient des essais de bombes pour voir dans les atolls de Micronésie, pour voir comment tout ça, comment les systèmes, les écosystèmes réagissaient. Donc, et c'est de là qu'est parti que sont parties les premières réflexions, l'introduction du concept de résilience dans le domaine de l'écologie, et après c'est devenu indiscutable. Bon, bref. Je trouve ça quand même troublant. Je trouve très troublant, encore plus troublant, le fait que des gens comme Cyrulnik, bon, vous m'amenez à en parler, mais il n'est pas tout seul, hein, il y en a plein d'autres, prétendent, justement en parlant de traumatisme, élargir cette notion de résilience à des situations traumatiques individuelles, notamment celles traversées par des gens qui ont survécu au camp de concentration, par exemple. Je trouve ça quand même très troublant de mobiliser cette notion dans le contexte. Alors d'ailleurs, je cite là un adepte de la résilience, bon, je ne vais pas donner son nom, mais ce n'est pas Cyrulnik, c'est un Belge. Donc, vous voyez, bon, allez, on va dire que c'est les Belges. L'expérience du camp de la mort comme chemin initiatique et procurant une force de vie. Voilà. C'est ça ce que les gens disent de la résilience. Les gens de la résilience, c'est ce qu'ils disent de ces traumatismes-là. C'est quand même un peu inquiétant pour moi parce que comme si les camps de la mort pouvaient être une expérience intéressante qui permettait de mener sur pouvait effectivement nous mettre sur le chemin initiatique et nous donner une force de vie. Mais je trouve ça incroyable. Alors, c'est d'autant plus incroyable que dans les camps de la mort, c'est exactement ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'en fait, on mettait les gens à l'épreuve de la résilience. Ça n'a pas été dit comme ça, mais c'est ça ce qu'on faisait dans les camps de la mort, c'est que les corps et les esprits, on les soumettait à des pressions incommensurables et on voyait quels étaient les résultats de ça. Il y avait des gens qui mouraient, il y avait des gens qui résistaient, il y avait des gens qui étaient affligés. Il y a toutes sortes de comportements par rapport à ça. On observait tout ça et on consignait tout ça de manière très scientifique et c'était déjà une mise en œuvre. C'était une mise en application en fait de la résilience avant la lettre, et je trouve ça intéressant de voir que 50 ans après, on prétend soigner les gens qui sont sortis des camps avec des traumatismes, finalement à partir d'une méthode qui a servi 50 ans avant à les torturer. Excusez-moi, je suis très schématique, mais quand on y réfléchit bien, il y a vraiment quelque chose à gratter là et qui est intéressant. Je ne suis pas en train de dire que tous les supporters de la résilience sont des néo-nazis, hein, mais ce n'est pas du tout ça mon propos. Mais je dis simplement qu'il faut interroger cette notion qui, à la fois, à un moment donné, sert d'outil de mise à l'épreuve abominable et qui, en même temps, 50 ans après ou quelques décennies après, devient un outil de soin du traumatisme de ce que les gens ont vécu sous les pressions du même outil avant. Voilà. C'est paradoxal pour moi, d'une manière paradoxale d'utiliser le poison comme antidote, en fait. C'est ça la résilience pour moi, c'est ça qui m'embête.
Parce que de toute façon, fondamentalement, pour la résilience, on ne souffre jamais en vain. Alors ça, c'est quand même très embêtant. Et d'ailleurs, je cite toujours cet exemple parce qu'il est très intéressant, de Primo Levi, qui en fait est sorti des camps, et dont certains ont prétendu, certains apôtres de la résilience ont prétendu qu'il s'est sorti des camps parce qu'il était résilient. Et Primo Levi, il a toujours dit, il l'a écrit, qu'en fait, il est sorti des camps par hasard. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Il ne sait pas pourquoi il est sorti des camps. Il a toujours dit c'est par hasard. Il a toujours dit j'avais pas plus de force que mon voisin de chambre. J'avais rien de plus. Il a toujours dit j'ai jamais compris pourquoi je suis sorti des camps. Or, il y a des oiseaux qui arrivent là quelques décennies après et qui commencent à nous raconter qu'en fait, ceux qui sortent des camps, c'est des gens qui avaient un rapport spécial à la vie, qui avaient une force fondamentale, qui avaient su garder une solidarité avec le monde. Enfin, bon, après, il y a tous les blabla. Enfin, c'est grave, moi, je trouve. Hein. Enfin, excusez-moi, bon, voilà. Tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est très grave. Bah, ouais, c'est embêtant, quoi, disons, au moins, quoi. Voilà, bon. S'il y a d'autres questions, on peut continuer, sinon on va se coucher. Hein. Bon, on arrive à la fin du temps qu'on s'était donné. Du coup, je vous propose qu'on conclue. Alors, je ne sais pas si, parce que je n'ai pas la vision globale là, si l'une ou l'un d'entre vous avait une dernière question à poser, il peut le faire. Et puis après, je vous propose qu'après certaines questions, qu'on arrête pour ce soir, en sachant que ça soulève toute une série d'autres questions. Et du coup, mais j'ai bien entendu tout à l'heure, enfin, ce qu'on se disait au début, Thierry, sur la possibilité de poursuivre le travail ensemble et de travailler ensemble sur site, sur ces enjeux-là, parce que moi, il me semble qu'il y a toute une série de questions qu'on a commencé à évoquer, notamment en lien avec ce que Sébastien a dit tout à l'heure, sont assez prometteuses, en tout cas pour nous dans notre champ professionnel. Bref, voilà, mais alors si effectivement, une dernière question, et puis, ou sinon, nous arrêtons là, si vous voulez bien. N'hésitez pas. Bon. Alors, attendez. Oula. Alors, Angèle vient de poser une question. Je la lis. Et puis, Pierre, vous y répondez comme vous pouvez, celle-là. La question d'Angèle, c'est est-ce que la résilience est la main du nouveau Dieu? Vous l'avez vu oui, c'est. Oui, c'est une manière de le formuler. Moi, je le formule d'une autre manière, mais qui est proche. C'est indéniablement une religion d'État. À l'heure actuelle, en tout cas. Et ça, c'est vrai internationalement, d'ailleurs. Il ne faut pas croire que notre Macron et tout ça, là, ils sont exceptionnels. En fait, ils ne font que se copier les uns les autres. Ils sont tous dans le même élan. Donc, oui, c'est une espèce de... Oui, c'est une nouvelle métaphysique du consentement, c'est une métaphysique de l'adaptation. Et donc, à ce titre, c'est une religion d'État parce que les États vont de plus en plus avoir besoin de cette métaphysique, de cette religion, pour mobiliser les foules face à la survenue incessante de nouveaux désastres. Et alors, pour les mobiliser et aussi pour stériliser toute forme de colère et de révolte par rapport à ces situations aussi, il faut le dire aussi. Il y a aussi une utilisation, enfin, il y a un effet basique aussi de pouvoir qui doit s'affirmer face à des menaces potentielles dans des situations où les désastres vont se multiplier. Donc oui, c'est une bonne formulation aussi, moi je trouve. Oui, voilà. Voilà, ouais. Bon, on pourrait se dire plein de choses encore, hein, mais bon. Et puis on faudrait élaborer aussi, réfléchir par rapport à votre champ spécifique. On pourrait pousser le raisonnement et puis voir ce qu'on pourrait importer de ce que j'ai dit dans votre champ, etc., de manière plus. Mais si vous lisez le livre déjà, vous pouvez vous-même faire une espèce de travail
de mise en contexte pour d'appropriation. En fait. Il faudrait que vous ayez une appropriation, puis après, à partir de cette appropriation, on pourrait revenir ensemble. Tout à fait. Et là on discuterait, mais pas par visio. Hein. Moi, c'est un peu fatigant. Non, mais de toute façon, en fait, j'y pensais tout à l'heure quand on discutait au téléphone avant, et là, la tournure de l'échange, d'autant plus via les questions, me rend tout à fait favorable à ce que vous venez de proposer, c'est-à-dire qu'effectivement, finalement, creuser votre travail en lien avec notre champ professionnel, et puis l'année prochaine, vous inviter à venir nous rencontrer. J'espère que les conditions seront meilleures, je veux dire, en termes de déplacement et d'accueil, pour qu'on puisse finalement travailler avec vous comme on le faisait avant la période de Covid, en accueillant des intervenants pour pouvoir travailler avec nous pendant une journée ou une journée et demie. Voilà. Oui, oui. Donc, il y a eu il y a eu un message, je crois, de quelqu'un, mais je ne sais pas, je ne peux pas le lire moi. Non. Ah oui, non, c'est Angèle qui disait que, en fait, si quelque chose était fait en lien avec, au sein du centre de formation, en lien avec une mise au travail de votre livre, pour en importer finalement, vous voyez, les réflexions dans notre champ professionnel, pour les traduire, pour nous en saisir, mais il était partant pour travailler avec nous. Voilà. Donc du coup, c'est entendu, Angèle, vraiment avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, écoutez, Thierry, je vous remercie beaucoup pour l'intervention de ce soir et pour ce que ça ouvre aussi pour nous. Et je remercie tous les participants aussi. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et vos questions et votre indulgence. Vous avez été très gentil avec moi.